Bon, bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. Donc, nous allons commencer cette série de cours sur l'énergie noire et l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc, les grandes lignes de l'exposé. Cet exposé aujourd'hui, ce sera un exposé introductif qui va vous montrer un petit peu le contenu de l'univers, son évolution probable, et puis surtout faire l'histoire de la constante cosmologique qu'on a supposée nulle pendant des dizaines d'années, qui a eu une renaissance en l'an 2000, vers l'an 2000. Mais le problème est là depuis un siècle, on va voir pourquoi. Donc je vais rappeler cette histoire et on va voir que le destin de l'univers, cette constante cosmologique qui régit le destin de l'univers, est peut-être liée vraiment à l'infiniment petit, la mécanique quantique. Donc on peut rejoindre les deux infinis, grand et petit. Donc c'est vraiment un exemple typique. Donc on va décrire un tout petit peu la découverte de cette accélération et on aura dans le séminaire de Pierre Astier tout à l'heure beaucoup plus de détails. Et on fera aussi un survol des pistes pour résoudre le problème qu'on pourra détailler dans les autres cours. Donc déjà, la composition de l'univers. Alors comme vous le savez, nous avons appris ces dernières années énormément de choses, mais un petit peu comme en science, quand on apprend beaucoup de choses, on s'aperçoit qu'on connaît encore beaucoup moins de choses. Et on a appris qu'on avait encore beaucoup de mystères. Donc on a 5% du contenu de l'univers qui est fait de matière ordinaire, qui rayonne, donc les galaxies, les étoiles de gaz, la matière ordinaire, 5%. On sait qu'on a beaucoup de matière noire, dont on a parlé dans des cours précédents, mais qu'on ne va pas parler cette année, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut quand même détecter de façon indirecte par sa gravité. La matière noire dévie les rayons lumineux, donc on a pu, par l'antigravitationnel, tracer ce qu'on voit en bleu ici, la matière totale, donc la matière noire. Et elle est plutôt transparente, c'est-à-dire les rayons lumineux la traversent et n'interagissent pas du tout avec elle. Et puis, ce dont on va parler donc cette série de cours, c'est l'énergie noire. 70% du contenu de l'univers, on ne sait pas du tout de quoi elle est faite, ni si c'est une constante cosmologique, on ne sait pas exactement si c'est dynamique ou pas. Alors, toutes ces quantités-là, on les donne, toutes ces densités d'énergie, on les donne dans 100 dimensions, par des paramètres qu'on appelle oméga, donc oméga pour les baryons, oméga pour la matière noire, etc. Et c'est normalisé à la densité critique. Il y a la densité qui... Alors, je ne sais pas si c'est moi qui fais de l'effet Larsen. C'est la densité critique qui est là pour fermer l'univers, donc qui sépare l'univers sphérique et hyperbolique, et qui est 10-29 grammes par centimètre cube. Donc cette densité critique, elle s'exprime en fonction de la constante de Hubble, la constante d'expansion en fonction de G. Alors ça, c'est la quantité que je vous ai donnée, c'est aujourd'hui, 5% de matière visible, des quarks, etc., 25% de matière noire, 70% d'énergie noire, mais évidemment, ces composants ne varient pas en fonction du temps de la même façon. Au tout début, mettons 100 millions d'années après le Big Bang, on était encore dominé par le rayonnement, les photons qui dominent au début, mais les photons, c'est une densité d'énergie, pas de matière, et cette énergie décroît dans l'expansion comme R4, la puissance 4 du rayon caractéristique de l'univers, donc décroît plus vite que la matière. Toute la matière décroît dans l'expansion comme le volume, c'est-à-dire R au cube. Donc les 13% de la matière ordinaire et les 63% vont décroître beaucoup plus vite, et c'est pourquoi aujourd'hui on en a 5%. Et par contre, l'énergie noire, évidemment, on ne sait pas encore tout à fait comment elle varie, mais toutes les données que l'on a actuellement sont compatibles avec une constante vraiment. Donc ça ne varierait pas avec le rayon. Donc évidemment, lorsque tout varie et diminue, l'énergie noire va dominer un certain temps. Au début, on ne la voit pas du tout. Et dans 10 fois le temps de l'âge de l'univers, on va être complètement exclu. La matière va être négligeable. On aura 100% d'énergie noire. Donc tout ça, c'est ce qu'on aimerait savoir exactement. Quelle est cette évolution? Alors, je n'ai pas détaillé tout de même que la somme de tous ces oméga faisait 1. Alors, comment sait-on que la somme fait 1? En fait, la somme fait 1 parce que la courbure de l'univers est nulle. On le sait notamment avec l'observation du fond cosmologique micro-ondes, qui est la vestige du Big Bang. Vous savez qu'au départ, on était dominé par une radiation très, très chaude. Puis, dans l'expansion, elle se refroidit. Et aujourd'hui, on a un fond cosmologique qui nous entoure ici et qui a 3 degrés, enfin 2,7 degrés Kelvin. Et les 3 satellites ici, COBE, WMAP et Planck, qui a été lancé en 2009, qui a fini ses observations en 2013 et qui a donné énormément de résultats, a permis de confirmer, par exemple, la carte que vous avez sans doute tous vue
de fluctuations, anisotropies du fond cosmologique, qui sont des anisotropies au niveau de 10-5, donc très faible anisotropie, et qui nous donnent tous les renseignements sur la courbure, etc. Alors justement, je voulais illustrer ce phénomène. Comment sait-on que l'univers est plat, la courbure est nulle? Eh bien, toutes ces petites fluctuations, vous voyez qu'on peut les dessiner en fonction de leur taille. Donc ici, c'est un moment multipolaire, mais c'est plus facile ici de donner la taille angulaire, l'angle dans lequel on les voit. Vous avez 90 degrés, 2 degrés, donc les petites tailles sont ici, les grandes tailles sont ici. Alors ce qu'on sait, c'est que la plus grande taille possible, c'est ce qu'on appelle horizon sonore. Pourquoi? Parce que les perturbations que l'on voit ici, ce sont des perturbations des ondes acoustiques. Donc c'est le son qui se propage. Pourquoi? Parce que l'univers est encore ionisé, on a un plasma qui interagit avec les photons. Et donc, dans ce plasma, on ne peut pas s'effondrer. On ne peut s'effondrer que lorsqu'il y a découplage entre la matière ionisée et les photons, donc après récombinaison. Donc, au tout début de l'univers, jusqu'à cette dernière surface de diffusion qui est à 380 000 ans après le Big Bang, on a des ondes acoustiques. Et donc, la plus grande, c'est la distance parcourue par le son. Le son a une vitesse c sur racine de 3. Et on sait que dans le temps de 380 000 ans après le Big Bang, il a le temps de parcourir 450 millions d'années-lumière. Donc ça, c'est une distance bien connue. On peut s'en servir comme règle standard, si vous voulez. Donc cette règle-là, on va regarder ces fluctuations les plus grosses et regarder à quel angle on les voit. Alors vous voyez que si l'observateur est ici, si le rayon lumineux se propage en ligne droite, donc c'est la ligne rouge, on a un certain angle. Si on a un univers ouvert avec une courbure négative, on voit qu'on a de la raie grise ici et on a un angle plus petit pour la même règle. Donc c'est en mesurant cet angle qu'on peut avoir la courbure de l'univers. Et la précision de ces ondes acoustiques ici est très très précise. On a pu déterminer que c'est à peu près 1 degré ici, ce n'est pas la courbe grise. Donc on sait vraiment que l'univers est plat, donc la courbure est nulle. Alors évidemment, si on s'approche d'un trou noir ou d'une galaxie, le photon va tourner, mais en moyenne, dans le grand volume de l'univers, le photon va se diriger de façon droite. L'univers est plat. Donc on peut dire que la courbure qui normalement était liée à la densité critique, donc oméga égale 1, puisqu'on a oméga qui est normalisé par la densité critique, lorsque la courbure c'est oméga plus oméga lambda, tout ce qui est dans l'univers moins 1, donc si c'est nul, ça veut dire que la somme des oméga matière et énergie noire est égale à 1. C'est pour ça qu'on a la totalité du contenu. Donc, prenons un petit peu d'histoire sur cette constante cosmologique. Comment a-t-elle été introduite? Alors, elle a été introduite par Einstein en 1917, lorsqu'il a découvert d'abord l'équation de la relativité générale. Vous savez qu'il y avait une révolution ici. La force de gravité n'était plus vue comme une force vraiment, mais comme une perturbation, distorsion de l'espace-temps, de la géométrie de l'espace-temps. Et donc, pour exprimer ça, vous avez une équation qui est relativement complexe, mais écrite ici de façon compacte, qui relie la géométrie de l'univers, tout le terme de gauche, au contenu. Alors, le terme de gauche, c'est le tenseur de Ricci ici, et le contenu, c'est T minus, le tenseur impulsion-énergie, c'est-à-dire tout le contenu de matière, de pression, d'énergie, etc. dans l'univers. Donc, c'est cette équation fondamentale. Au début, il n'y avait pas cette constante lambda, et lorsqu'on regarde les premières solutions à cette équation, Einstein avait vu que c'était soit un univers qui rentre en expansion, soit il collapse, il s'effondre, mais il n'y a pas d'univers statique. Or, quand on regarde autour de nous, on a l'impression que tout est statique. Enfin, en tout cas, Einstein avait l'impression que l'univers était statique. Donc, pour retrouver une solution stationnaire et statique, il a rajouté cette constante qui était possible, puisque cette équation est basée en fait sur des principes de symétrie, d'invariance, de covariance de Lorentz, etc. Et ce terme-là, qui est proportionnel à la métrique, est tout à fait invariant aussi. Donc, on peut rajouter cette constante lambda. Donc, il est possible. Bon, très peu après, l'expansion de l'univers a été découverte par la fuite des galaxies. On a regardé les raies des galaxies, vu qu'on avait l'impression qu'elles s'éloignent de nous, comme un effet Doppler, qui est un faux effet Doppler en fait, mais enfin, on a l'impression qu'elles s'éloignent toutes de nous. Et la loi de Hubble a été établie, la vitesse des galaxies est proportionnelle à leur distance à nous avec la constante de Hubble H. Donc, vu que l'univers est en expansion, cette constante n'avait plus lieu d'être, et donc Einstein a dit que c'était la plus grande erreur de sa carrière, bien sûr. Mais on voit qu'aujourd'hui, elle revient au goût du jour, donc ce n'était pas si faux que ça, finalement. Donc, à cette même époque, De Sitter,
qui interagissait beaucoup avec Einstein aussi, avait essayé de résoudre cette équation, par exemple, pour un univers vide. Si vous mettez 0 ici, vous voyez qu'on peut résoudre cette équation. On a à ce moment-là ce qu'on appelle un univers de De Sitter, c'est-à-dire une expansion exponentielle, avec cette constante lambda qui est ici. Donc, on peut appeler ça h, mettons, comme une constante de Hubble. Ce n'est pas vraiment une constante de Hubble ici, mais on a le rayon de l'univers qui croît exponentiellement avec le temps, avec la constante lambda. Donc, ce rayon caractéristique, il rentre dans la métrique, que je ne détaillerai pas ici, la partie angulaire et la partie... le kappa ici, c'est la courbure de l'univers. On peut supposer qu'elle est nulle ici. Alors, justement, il y avait des caricatures à l'époque de Sitter. C'est assez amusant de voir comment était peint De Sitter avec son ballon. Et tout ce qui est traduit ici en néerlandais, vous l'avez ici en français. Donc, qu'est-ce qui fait enfler le ballon? Bon, c'est le lambda, la constante. Donc, c'est l'univers De Sitter. Il y a aussi des univers anti-De Sitter avec une constante lambda négative. On verra un petit peu plus tard. Alors, comment obtenait-on un univers statique pour la solution qu'Einstein avait proposée au départ? Alors, de ces équations d'Einstein, on peut tirer l'équation de Friedmann, que Friedmann a dérivé les premières, qui relie la vitesse d'expansion de l'univers. Ici, R', c'est la vitesse de variation du rayon caractéristique. Le rapport relatif, la vitesse R' sur R, c'est la constante de Hubble, c'est la vitesse d'expansion. Vous avez aussi une équation qui donne l'accélération, donc R seconde, la dérivée seconde, donc l'accélération de cette expansion. Et puis, vous avez un terme qui est la courbure, qu'on va supposer nulle, ici. Et puis, vous avez ici la pression, ici la densité, donc le contenu de l'univers. Et vous voyez que lambda, on peut éventuellement l'interpréter comme une densité, ça a le même signe qu'une densité. Donc, on peut appeler ça aussi oméga lambda en le normalisant. Mais vous voyez que ça peut être normalisé, enfin, c'est dans le même terme et dans la même forme que la densité. Par contre, vous voyez déjà que si on veut trouver une pression équivalente, cette pression va être négative. On voit tout de suite densité positive, pression négative. Et lambda est homogène à C2, la vitesse de la lumière, sur A2, qui était le rayon de l'univers d'Einstein qu'il voulait complètement statique. On va le voir un petit peu que ça aura une importance tout à l'heure. Et que le temps, l'âge de l'univers, c'est en gros, on peut l'extrapoler. Si on extrapole l'expansion de l'univers jusqu'au Big Bang, on peut avoir l'inverse. L'homogénéité de H, c'est l'inverse d'un temps. Donc, c'est l'âge de l'univers. Alors, cette constante H, au cours du temps, on n'avait pas eu la même mesure. Au départ, elle était mesurée à 500 km par seconde. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, ça a été très, très, très difficile d'avoir cette constante de Hubble, qui était mesurée avec des céphéides, avec des indicateurs de distance comme des étoiles variables, d'autres indicateurs. Et très souvent, elle a été entre 50 et 100. On prenait 75 pour faire une bonne mesure, mais depuis quelques années, maintenant, on sait qu'elle est vraiment autour de 70 km par seconde, on verra. Ok, donc on peut symboliser sur ce diagramme qu'on reverra plusieurs fois. Le diagramme, c'est ici oméga, donc la densité de matière normalisée sans dimension, et la densité d'énergie noire ou de lambda ou de constante cosmologique, toujours sans dimension. Alors on sait que comme l'univers est plat, la somme des deux fait 1. Donc on va considérer seulement les modèles qui sont sur cette perpendiculaire à la bisectrice ici, qui est la droite oméga plus oméga lambda égale 1. Alors on peut regarder l'univers de De Sitter, c'est-à-dire un univers vide, sans matière, mais avec seulement une constante cosmologique. Il serait là, en vert. On peut regarder celui d'Einstein avec lambda égale 0, une fois qu'il avait trouvé qu'il ne fallait pas de constante. Et puis, mais fermé, c'est-à-dire, disons, sans courbure. Et puis aujourd'hui, nous sommes ici, le modèle standard, ce que nous avons mesuré. Toutes les mesures sont compatibles avec cette valeur-là, c'est-à-dire oméga égale 30%, et oméga lambda 70%, grosso modo, avec une petite barre d'erreur. Il faut noter que déjà en 1933, Lemaître avait fait la constatation que la constante cosmologique est équivalente à un fluide de pression négative, moins ρ C2. C'est ce qu'on dit aujourd'hui aussi. Alors déjà, à cette époque-là aussi, cette révolution de la gravité s'est accompagnée de la révolution de la physique quantique. On avait remarqué que la physique quantique imposait une énergie du vide. L'énergie du vide quantique qui est tout à fait vérifiée aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez un degré de liberté, par exemple un oscillateur harmonique, pour représenter de façon très simple un degré de liberté, vous avez une énergie qui est l'énergie cinétique,
P2 sur 2m, plus un certain ressort, si vous voulez, une énergie de vibration. Et on sait que l'énergie est quantifiée d'abord en mécanique quantique, donc il y a certains niveaux. Et le niveau 0 n'est pas à énergie nulle, mais à une énergie, bon, soit h bar oméga, soit h nu, c'est pareil, une énergie qui n'est pas nulle. Donc c'est l'énergie du vide. Et donc, quand on regarde cette constante lambda, le premier à avoir l'idée d'extrapoler cet infiniment petit à l'infiniment grand était Wolfgang Pauli, que vous voyez ici, et qui s'était dit, bon, on va sommer dans un petit volume tous les degrés de liberté et toutes les énergies du vide de tous ces degrés de liberté possibles. Donc, qu'est-ce qu'on va sommer? On va sommer toute cette énergie-là en fonction du rayon, mettons 4pi oméga 2 d'oméga, c'est l'élément de volume. Et puis h bar oméga, c'est l'énergie. Donc vous voyez que ça va être quelque chose en oméga 4, enfin en U4, l'énergie. Donc il somme tout ça, mais il faut savoir à quelle limite on va s'arrêter. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore de quark ou quoi que ce soit, donc il y avait des électrons, les petites particules. Il se limite au rayon de l'électron et il calcule l'énergie lambda. Et comme vous avez vu que lambda, c'est C2 sur A2, il a pu calculer le rayon de l'univers d'Einstein, c'était 31 km, ce qui est tout à fait ridicule. Et on n'en a plus entendu parler parce que franchement, ça n'allait même pas jusqu'à la Lune, en quelque sorte. Alors, il faut voir que ça est revenu à l'ordre du jour lorsqu'on a beaucoup mieux compris la physique quantique, lorsque la chromodynamique quantique est arrivée, la théorie des champs, etc., dans les années 60-70. On s'est aperçu que les particules élémentaires contenaient ensuite des quarks. Il y a 3 quarks ici, on appelle ça chromodynamique quantique parce qu'il y a 3 couleurs, rouge, vert, bleu. En fait, les neutrons et les protons sont des combinaisons de ces 3 couleurs. On peut représenter par la blanche. Là, les particules qui sont libres là, sont blanches, les autres sont confinées dans les noyaux. Et donc, avec cette théorie-là, on pourrait refaire le calcul et avoir d'autres limites supérieures pour faire la somme de toutes les énergies du vide et les degrés de liberté. Donc, si on essaie de regarder les mêmes unités, en général en physique quantique, on prend toutes les variables naturelles où les constantes sont égales à 1, donc ça, ne regardez pas les unités, ce n'est pas très homogène dans ce moment-là. Mais si on met la densité de l'univers, alors l'énergie noire c'est 0,7, enfin c'est l'ordre de grandeur, donc 10-29 grammes par centimètre cube, dans ces unités-là, ce serait 10-47. Donc elle est très très faible, cette énergie noire que l'on a aujourd'hui. Si on prend cette sommation que nous avons fait tout à l'heure avec l'électron, ici on le fait avec la coupure qui serait l'interaction électrophème, on trouve 2 puissance 9, avec l'échelle de Planck 10 puissance 72, ou avec le QCD ici 10-6, donc le plus petit possible qu'on peut faire c'est 10-6. Si on prend celui-ci, on a par rapport à l'énergie qu'on voudrait avoir 120 ordres de grandeur, on peut en avoir 60 ici. Vous voyez que même 60 ou 120, ça ne marche pas. Donc il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. L'énergie du vide ne peut pas représenter l'énergie qu'on mesure aujourd'hui. Alors à l'époque, on n'avait pas encore fait de mesure, on pensait que lambda était complètement égal à 0, et donc on pensait qu'il fallait une constante cosmologique qui annule l'énergie du vide. Donc il fallait un réglage extrêmement fin pour annuler ces 60 ou ces 120 ordres de grandeur. Il y avait quelque chose qui n'allait pas de toute façon. Quand on le regarde d'un côté ou de l'autre, il y avait quand même à cette époque-là, Zumino par exemple en 1975, qui avait fait la remarque que dans cette sommation d'énergie de tous les degrés de liberté pour avoir l'énergie du vide, les fermions contribuent avec un signe opposé au boson. Donc ils pourraient peut-être s'annuler. Alors ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on a beaucoup plus de fermions, mais dans la supersymétrie, donc si on suppose que dans le modèle standard on a toute une série de particules et que dans une théorie supersymétrique qu'on a développée ensuite par la suite, toutes les particules du modèle standard avaient un supersymétrique dont un fermion sera un boson ou un boson fermion, et que la symétrie était parfaite, à ce moment-là, on pourrait annuler cette constante. Ce qui était une bonne idée. Le problème, c'est que la symétrie est brisée, elle existe peut-être au début du Big Bang, mais aujourd'hui, elle n'existe plus. Alors, on pourrait aussi voir, est-ce que cette énergie du vide, on en a des preuves, puisqu'elle nous pose tellement de problèmes, est-ce qu'elle existe? Et en fait, oui, puisque grâce à cette énergie du vide, vous avez l'effet Casimir, du nom du physicien qui l'a découverte en 1948. Par exemple, l'expérience de Casimir, c'est l'expérience entre deux plaques chargées, enfin pas non chargées, mais plaques métalliques, donc faites d'un conducteur.
Donc on aurait des photons de l'énergie du vide qui se propagent là-dedans, qui sont un champ. Donc comme c'est un conducteur, on devrait avoir un champ électromagnétique nul dans le conducteur. Donc ici, pour avoir cette nullité, il faudrait avoir une résonance, un sous-multiple de la longueur ici. Donc si cette longueur est très petite, si les plaques sont de l'ordre d'un micron, séparées de l'ordre d'un micron, à ce moment-là, on a un nombre de photons bien inférieur qu'à l'extérieur, et donc les plaques sont attirées l'une des autres. On prédit quelque chose de ce type-là. Alors qu'est-ce qu'on mesure? Oui, on mesure cette force de Casimir. Alors entre des plaques, il faut l'ordre de grandeur, évidemment c'est très petit, 10-1 pascal comme pression pour un micron. L'expérience a été faite avec des plaques. En fait, elle est beaucoup plus facile de faire avec une boule et une plaque, mais c'est le même principe. Et puis, vous voyez ici les expériences et la théorie. C'est exactement parfait. Alors ici, la séparation en nanomètres, vous avez 0,3 microns ici. Et puis, la force est nulle. Et lorsque, évidemment, les photons peuvent avoir tout leur degré de liberté, mais lorsqu'ils sont contraints, vous avez une force négative d'attraction. Donc, il n'y a pas de problème. Cette force de Casimir est tout à fait vérifiée. L'énergie du vide est bien ce qu'on croit. Alors, il y a encore des travaux qui font ces expériences, mais ça a un autre but, non seulement de mesurer la force de Casimir, mais aussi, puisqu'on voudrait unifier la gravité et la physique quantique, savoir si la gravité, à très petite échelle, a la même forme que la gravité qu'on connaît à plus grande échelle, c'est-à-dire que le potentiel de Newton ici, avec une perturbation ici, et on verra un peu plus tard, mais je le mentionne ici, car ce sont un peu les mêmes expériences. Est-ce que la gravité au niveau quantique est bien déterminée? Pour l'instant, on ne le sait pas encore bien. Donc j'en viens à cette découverte qui vraiment était comme un coup de tonnerre, puisque pendant des dizaines d'années, on pensait que cette constante cosmologique était nulle. Donc en 1998, l'observation des supernovae de type 1A, donc certains types de supernovae, dont on verra dans le séminaire beaucoup plus de détails, ont été observés par deux groupes, RIES et un grand consortium de monde, ici, RIES et al., des supernovae à un redshift qui était assez important, pas seulement local, la Z égale 0, mais un certain nombre, et une deuxième équipe avec plus de statistiques. Donc deux équipes ont mesuré des supernovae. Et alors, l'avantage de ces supernovae, c'est que ça vous donne la distance. On connaît bien la luminosité intrinsèque. Donc, on regarde la luminosité apparente et on a la distance de luminosité de ces objets. Et comme il y a des raies d'émission aussi dans les supernovae, on peut avoir le redshift. Donc, on a à la fois la distance et le redshift de façon indépendante. Parce que si, évidemment, vous prenez juste la loi de Hubble pour la distance, vous n'arriverez jamais à savoir si l'expansion est accélérée, décélérée ou pas du tout. Il nous faut un indicateur de distance indépendant. Alors là, j'ai une distance luminosité. On va faire une petite parenthèse pour déterminer qu'est-ce que c'est que cette distance. Mais déjà, voyez un petit peu l'image que l'on se fait. Donc nous sommes à z égale 0 ici. On a l'expansion à partir du Big Bang et on s'est aperçu, en mesurant une supernovae là, qu'elle était plus loin que prévu. Donc on est obligé de penser qu'il y avait une accélération dans cette expansion. Alors cette parenthèse sur les distances, j'aimerais la faire maintenant, puisqu'on va parler de distance luminosité, distance angulaire. Et on voit que ce n'est pas si simple. Lorsqu'on est très très proche de notre univers local, toutes les distances se ressemblent. Ce n'est pas le cas dès qu'on va à un certain redshift ici. Donc ce qu'on appelle distance luminosité, c'est relativement simple. C'est le rapport de luminosité apparente sur luminosité intrinsèque qui normalement décroît comme 1 sur D2 ou 1 sur 4 pi dL2. Donc dL2, c'est cette définition-là, c'est le rapport des luminosités. On peut aussi déterminer une distance angulaire, c'est-à-dire que si un observateur est ici et voit un certain objet sur un certain angle, on voit que, évidemment, ça dépend de la géométrie de l'univers, des caractéristiques, etc. On voit selon cet angle-là. Et on peut déterminer l'angle apparent à laquelle on voit l'objet, et la distance angulaire est déterminée comme le rapport de delta sur cette dimension intrinsèque de l'objet. Alors, ce qu'on peut calculer, c'est que toutes ces distances ne sont pas du tout égales. Donc la plus grande, en fonction du décalage spectral au redshift ici, c'est la distance luminosité. Celle-ci est très grande, c'est-à-dire que les objets deviennent de plus en plus faibles à mesure qu'ils sont loin, alors que leur taille angulaire n'est pas tellement grande. Et même, comme vous pouvez le voir, à certains redshifts, elle revient en arrière, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui nous paraissent plus gros lorsqu'ils sont plus lointains.
ça peut paraître un petit peu contre-intuitif. On définit aussi deux autres distances qui sont un petit peu accessoires, mais enfin qu'on peut définir ici. Distance comobile, c'est ce dont on sert beaucoup dans les simulations numériques, où on fait une simulation de l'univers, et on se met dans le référentiel comobile qui est corrigé de l'expansion. Donc par rapport à dA, ce sera un plus Z en fait. C'est quelque chose où les deux objets qui sont sur la surface du ballon, si vous voulez, s'ils ne s'effondrent pas l'un vers l'autre, ils vont toujours avoir la même distance comobile, même si l'univers est en expansion. Et puis on parle aussi de la remontée dans le temps. C'est le temps qu'a mis la lumière à nous parvenir par rapport à cet objet, qui est distant de cette distance-là. Alors vous voyez qu'à grand Z, évidemment, on va retomber sur l'âge de l'univers, qui est 13,8 milliards d'années. Toutes ces grands redshifts ne sont pas linéaires avec le temps, donc d'ici à là, il y a très peu de temps en fait. Il y a 1 milliard d'années jusqu'à Z égale 6, et puis 13 milliards d'années après, donc ce n'est pas du tout linéaire. C'est pour ça que cette courbe a cet aspect-là. Et évidemment, cette remontée au Big Bang, ce sera 13 milliards d'années, mais vous savez que la distance de ces galaxies qui nous ont émis cette lumière, comme l'univers est rentré en expansion depuis, la taille de l'univers aujourd'hui est plutôt 45 milliards d'années-lumière. Donc si on regarde même de près d'ailleurs, on voit qu'à petit redshift, toutes ces distances sont égales, et puis on voit comment elles se différencient très vite. Même à 0,5, on a des distances très différentes. Ici, ce sont des mégaparsecs. Alors, un parsec, c'est 3 années-lumière, donc mégaparsec, 3 millions d'années-lumière. Et vous voyez un peu comment, lorsqu'on va même en log pour avoir plus de domaines de variation ici, on voit que cette distance rediminue avec les paramètres d'univers que l'on connaît aujourd'hui pour notre univers. En fait, on peut interpréter cet effet de loupe comme un effet de lentille gravitationnelle de l'univers qui a une certaine masse. Donc cette parenthèse sur les distances étant terminée, donc ces chandelles standards, comment a-t-on découvert les distances de ces supernovae? Alors, ces supernovae sont des naines blanches. Ce ne sont pas des supernovae de type 2 qui sont à la fin de vie d'une étoile très massive. À ce moment-là, l'étoile explose son enveloppe, etc. Ici, c'est une étoile binaire avec une naine blanche qui sera le destin du Soleil, par exemple. Et donc, lorsque l'enveloppe sort de l'aube de roche ici, vous allez avoir de l'accrétion de la matière et tout d'un coup, cette matière va tomber sur la naine blanche et va exploser. Vous avez une explosion de lumière ici. Et ça, ce sont les courbes de lumière qui ont été observées, qui durent à peu près 20 jours, 30 jours. Donc, alors évidemment, le début, on ne la voit pas. On ne la voit que lorsqu'elle devient lumineuse. Donc, on a surtout la deuxième partie de la courbe. Alors, ce n'est pas vraiment des luminosités intrinsèques égales. Ce n'est pas des chandelles standards vraiment. Ce serait le cas si le pic était toujours le même, quelle que soit cette supernovae, mais elles sont standardisables, c'est-à-dire que le pic ici est proportionnel à la durée. Vous voyez qu'ici, cette supernovae est plus petite, mais la durée est plus petite que celle-ci. Donc on peut normaliser à la durée, et à ce moment-là, on a exactement la même luminosité intrinsèque normalisée. Donc elles sont standardisables. On a donc une courbe standard. Vous voyez des exemples de supernovae proches, de supernovae un peu plus lointaines. Et pourquoi, en fait, on a exactement toujours la même chose, c'est relié au rayonnement de la radioactivité de certains éléments, comme le nickel, qui reproduit toujours le même genre de durée de vie. Donc, ces deux groupes, donc vous voyez les PI, les principaux investigateurs ici, qui sont Salper Mutter et puis Damries et Brian Schmidt, ont eu, grâce à cette découverte, le prix Nobel en 2011, ce qui est déjà montre l'importance de la découverte pour la physique fondamentale. Oups. Donc, cette découverte, elle est représentée par ce diagramme, le diagramme de Hubble, qui montre la distance mesurée donc par la chandelle standard, et puis le redshift, le décalage vers le rouge. Vous voyez que ce n'est pas exactement ce à quoi s'attendrait s'il y avait une expansion non accélérée. Si on regarde un peu plus en détail, on soustrait le delta, le delta au modèle, on voit qu'il y a 3 possibilités. Le modèle bleu qui est notre univers avec oméga m 0,3 et oméga lambda 0,7. On voit que tous les points de mesure favorisent ce modèle. Si vous avez lambda égale 0, pas du tout de constante cosmologique, et un modèle ouvert avec oméga égale 2, ça ne marche pas du tout, et si oméga égale 1, encore moins. Donc c'est cette courbe-là qui a convaincu qu'il allait avoir une accélération de l'univers.
Alors vous voyez que ce modèle oméga égale 0,2 et lambda égale 0 était le modèle qui était observé avant cette découverte-là, c'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé à recenser autant de matière dans l'univers pour le fermer, c'est-à-dire pour avoir oméga égale 1. Et ça, c'était un gros problème, puisqu'on avait vu déjà, on commençait déjà à voir que la courbure était nulle et oméga n'était pas égal à 1. Ça faisait d'énormes problèmes. Donc, la découverte d'oméga lambda a résolu ce problème-là, en tout cas. Donc, je répète un petit peu ici que l'expansion donc, est accélérée. Pourquoi? Parce qu'on voit ces supernovae plus lointaines. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles elles paraissent plus lointaines. C'est que leur luminosité est peut-être affaiblie par de la poussière. Alors ça, on a vraiment, les deux équipes là ont bien regardé en détail. En fait, c'est même le contraire. Il y a certaines supernovae qui paraissent plus bleues lorsqu'elles sont plus lointaines, donc elles n'ont pas le rougissement de la poussière. Ça a été regardé en détail et bien entendu, c'était un des défauts évidents qui a été revu. Donc, si on regarde les divers modèles qu'il y avait auparavant, alors vous voyez ici, c'est le temps. Vous avez le passé, le présent et le futur. Et vous avez les modèles possibles, soit une décélération rapide. Alors, si on mesure ce qui est ici, une tranche d'univers, là, z égale 0, c'est-à-dire au temps présent, et on peut extrapoler ensuite. On ne peut pas savoir exactement comment varient toutes ces constantes, mais si on extrapole ce qu'on voit là, vous voyez que l'univers a une durée beaucoup plus courte. Elle va se finir par un Big Crunch, mais il a une durée plus courte. Et il y avait aussi ce problème, un peu dans les années 90, qu'on trouvait des étoiles dans la Voie lactée qui étaient plus vieilles que l'âge dérivé par l'univers, puisqu'on était un peu ici, dans la décélération à l'époque. Donc on était dans cet univers-là, et vous voyez que la durée de vie de l'univers était, enfin l'âge de l'univers était petit. On trouvait des étoiles qui étaient plus vieilles que l'âge de l'univers. Donc il y avait un gros problème. Non seulement le problème que oméga n'était pas égal à 1 et que l'univers était plat, donc il y avait quand même une petite crise, et la découverte de l'accélération de l'univers a résolu cette crise tout de même. Parce que si vous êtes dans cet univers-là, dans l'accélération, vous voyez que si vous extrapolez, vous avez un univers qui est beaucoup plus long. Donc on est passé tout de suite à 13,8 ou presque 14 milliards d'années de durée. Donc nous sommes dans cet axe-là maintenant, et on sait, et cette durée de l'âge de l'univers correspond tout à fait à ce qui est observé avec Planck et le fond cosmologique. Alors que va-t-il se passer dans l'avenir? On peut essayer de prédire, c'est quand même difficile, plus facile de prédire le passé que le futur, bien sûr. Et là, on a mesuré quelque chose dans le présent, et puis on essaie d'extrapoler, mais c'est un petit peu comme un sondage. On a vu avec les élections récentes qu'il ne fallait pas extrapoler les sondages. C'est une surprise. Donc là, je ne mettrai pas ma main au feu. Est-ce qu'on va continuer comme ça? C'est ce que tout le monde dit, mais peut-être que ce n'est pas une constante cosmologique vraiment, bien que ce qu'on peut extrapoler, ça nous donne ça. Ça pourrait faire ça, ça pourrait faire ça. Après tout, on ne sait pas si elle varie, s'il y a de la dynamique dans cette constante cosmologique. Donc pour l'instant, on est là, si on extrapole, mais il faut être prudent. Alors, les mesures récentes on détecte de plus en plus de supernovae de type 1A qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de précision. Et il y a des instruments qui vont être lancés. Euclide, par exemple, un satellite européen qui va être lancé en 2020, mais il y a aussi des télescopes au sol, comme le Large Synoptic Telescope, LSST, qui fera le survey du ciel en 3 jours. Tous les 3 jours, on aura un survey du ciel, et chaque jour, on pourra avoir des millions d'objets variables, donc des supernovae, etc. Donc on va détecter énormément de supernovae et avoir beaucoup plus de précision sur ces courbes. Donc c'est un sujet qui est en train d'exploser. Donc si on voit où on en est aujourd'hui, dans ce diagramme toujours oméga m, oméga lambda, et toujours la courbe telle que la somme fait 1, donc univers plat. Alors on voit les contraintes qui sont données par le fond cosmologique en orange, on voit les contraintes données par le supernovae, on voit que ça se résume à cette incertitude, ici toujours oméga 0,7 et 0,3 environ, et puis aussi d'autres. Alors heureusement c'est perpendiculaire, donc c'est des contraintes très intéressantes ici, et celles-ci sont les oscillations acoustiques baryoniques, qui sont les vestiges des oscillations acoustiques qu'on avait dans le fond cosmologique, mais dans les baryons cette fois. Alors on peut le mettre en fonction d'oméga m, oméga lambda, mais aussi on peut le mettre en fonction de cette constante petit w, qui est le rapport entre la pression et la densité de ce composant. On a vu que si c'était une constante cosmologique, même le maître en 1933 avait dit que W égale moins 1 pour une constante. Mais on voudrait savoir si c'est une vraie constante ou si ça varie. Donc on aimerait mesurer cet oméga.
ce W. Pardon. Et donc, ce W est ici. Et vous voyez les contraintes qui sont données par le CMB, les mêmes 3 expériences complètement indépendantes, donc on a moins de biais. Et on voit que -1 est favorisé encore. Donc on a bien, tout est compatible avec une constante, mais quand même avec une barre d'erreur, donc on ne sait pas exactement. Alors on sait que c'est une accélération positive, donc W doit être inférieur à -1 tiers, et peut-être, alors -1 ça ne devrait pas être permis, c'est un fantôme, enfin on voit les valeurs possibles. Alors ce problème de la constante cosmologique, pourquoi ça pose problème? En fait, on a l'impression qu'il y a un ajustement fin à faire, qu'on dit en anglais fine-tuning si vous voulez, et ce que Carole avait souligné ici. Ici, on a, pour mieux le souligner, on a mis le rayon de l'univers en log. Alors évidemment, ça exagère un petit peu les distances. Ici, on a le Big Bang, et ici, le temps aujourd'hui. On voit que c'est juste près de notre période, 0 ici, où on n'était pas du tout dominé par l'énergie noire autrefois, il y a pratiquement une énergie noire négligeable, et bientôt on sera dominé par l'énergie noire. Et c'est juste maintenant que l'on voit ce changement. Là, il y a peut-être un problème qu'on ne comprend pas très bien. Alors, il y a quand même certains qui essaient de trouver des solutions autres que l'existence d'une constante cosmologique. Par exemple, certains ont proposé que nous soyons dans une grande bulle vide. Et c'est vrai que l'univers n'est pas homogène aujourd'hui. Vous avez des filaments cosmiques, vous avez des bulles. Et le filament cosmique, il a une densité supérieure à la densité critique, donc il s'effondre. Il est plutôt dans un univers surdense. Et les vides, au contraire, ils ont une expansion qui est plus accélérée. Ça, le vide devient de plus en plus vide. Mais ça ne peut pas tenir puisque on a observé des supernovae au-delà du vide local. On a un petit peu dans tout l'univers. Donc ça, c'est facilement éliminable. Dire. Par contre, il y a une deuxième hypothèse qui est le fait que l'équation d'Einstein n'est pas du tout linéaire. Donc, si on est dans un univers tout à fait non linéaire, et c'est vrai, aujourd'hui on a des amas de galaxies, des filaments qui ont un contraste de densité avec les vides énorme, plusieurs ordres de grandeur. Donc, est-ce qu'on peut appliquer une métrique qui est une moyenne de la métrique sur tout l'univers, où il y aurait une métrique variable? Est-ce qu'il y aurait ce qu'on appelle une réaction, back-réaction, je ne sais pas en français comment on pourrait dire, mais une réaction du fait que l'univers est très très non linéaire et que la métrique ne serait pas douce et lisse sur tout l'univers. Donc ça serait une force qui irait dans le sens de fabriquer une constante cosmologique, mais il reste à prouver que l'effet n'est pas négligeable et peut vraiment donner l'ordre de grandeur que l'on veut. Ça, on en parlera plus tard. Alors, pour cette accélération de l'expansion, quelles sont les pistes? On va essayer de faire un petit survol de quelques solutions qu'ont essayé d'imaginer des astronomes. Alors, une des pistes, c'est de regarder que cette expansion accélérée ressemble à l'inflation, qui est aussi une expansion accélérée de l'univers au tout début, juste au Big Bang. Alors, on sait que le modèle principal qui explique l'origine des fluctuations, etc., est une inflation dans les premiers temps de l'univers à 10-30 secondes. On l'appelle l'inflation, et c'est depuis très longtemps, puisque c'est depuis plus de 30 ans, 35 ans, où Alan Guth avait proposé ce modèle d'inflation pour résoudre plusieurs problèmes. Le problème de l'horizon, de la platitude, on va le décrire ici, et puis aussi trouver une source de fluctuation primordiale, ce qui est très intéressant, puisque l'idée que l'on se fait des fluctuations, pourquoi il y a des fluctuations qu'on observe dans le fond cosmologique et qui font des galaxies ensuite, c'est qu'il y aurait donc des fluctuations quantiques. Lorsqu'il n'y a pas encore de matière, il y a juste du vide rempli d'énergie, évidemment, le vide quantique ici. On a de petites fluctuations quantiques, mais elles sont vraiment au niveau microscopique. Il faut les expander, enfin, il faut qu'elles rentrent en expansion pour que cela fasse des petites fluctuations que l'on observe ensuite dans le fond cosmologique à 380 000 ans après le Big Bang. Donc l'idée, c'est cela, c'est qu'il y aurait une phase dans cet état-là d'une expansion d'un facteur 10 puissance 30, ce qui est énorme. Mais ça nous permet de passer de l'échelle microscopique à macroscopique, en quelque sorte. Et ensuite, on verrait ces fluctuations à l'ordre de 10-5 dans le CMB, qui ensuite donnent lieu aux galaxies aujourd'hui. Donc on a une origine des fluctuations dans l'inflation, grâce à un champ scalaire qui est appelé l'inflaton. Et puis, parce qu'en fait, on a exactement cet univers vide de Citer, en fait, c'est exactement celui-là. Et puis, on aurait peut-être, donc cet univers commence vide,
est dominé ensuite par le rayonnement. Il y a une phase radiative, une phase de matière. On a vu que la matière prenait le dessus. Et ensuite, aujourd'hui, on aurait 70% et bientôt, on sera complètement dominé par cette énergie. Donc, on reviendra au niveau zéro, si vous voulez. Alors, pourquoi on a besoin d'une inflation? On a cité le problème de l'horizon. Voici un petit peu quel est ce problème de l'horizon. On a dessiné ici le temps en vertical. Nous sommes ici, on a un cône de lumière où on regarde dans le passé. On ne peut pas aller plus vite, enfin l'information ne peut pas aller plus vite que la lumière, donc on peut voir que cet horizon-là, même si l'univers est infini, on ne verra que les galaxies qui nous ont envoyé des signaux, donc à une vitesse inférieure à cette vitesse de la lumière. Donc on voit tout cet espace-là et on appelle ça notre horizon. Donc on a une certaine taille d'horizon. Mais on voit que dans cette dernière surface de diffusion qui a été cartographiée par Planck et on voit des tas de petites fluctuations, l'horizon à cette époque-là était tout petit. Parce que l'horizon, c'est la distance parcourue par la lumière à un certain temps. Donc c'est CT, la taille de l'horizon. Lorsque T égale 380 000 ans, l'horizon est tout petit. Aujourd'hui, c'est CT avec CT égale 13 milliards d'années, donc c'est beaucoup plus grand. Donc on voit qu'il y a un horizon tout petit, en fait, il fait 1 degré, l'horizon. Donc ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est que l'univers est homogène à 10-5 près pour des tas de régions, des tas d'horizons qui ne sont pas reliés causalement. C'est-à-dire qu'aucun signal n'a pu être envoyé d'un horizon à l'autre, puisqu'il aurait fallu aller plus vite que la lumière. Donc c'est ce problème de l'horizon. Pourquoi l'univers est si homogène à 10-5, alors que toutes ces zones-là, qui sont plus distantes d'1 degré, ne sont pas reliées du tout causalement. C'est ça le problème de l'horizon. Vous voyez qu'on a un peu déterminé la taille de l'horizon ici, c'est celle-là, et on voit que nous, on voit ici des tas de choses qui ne sont pas reliées causalement. Il y a aussi le problème de la platitude. Ce problème-là est que si jamais, au départ, les conditions initiales, l'oméga total, lambda plus la matière, n'était pas égal à 1, pour faire un univers plat, à ce moment-là, l'écart à 1 va croître exponentiellement. Donc déjà, en 20 secondes, on aurait 10% de départ à oméga égale 1. Or, aujourd'hui, on a oméga 1 à mieux que 10% près. Et on a quand même 13 milliards d'années. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment peut-on être si plat ou comment peut-on avoir une condition initiale si proche de 1 à des ordres de grandeur? Alors, le problème de l'horizon est donc résolu par cette inflation. C'est pour ça que l'inflation est le modèle qui marche le mieux pour expliquer le début de l'univers. Parce que simplement, si on a un petit horizon au début, on va faire rentrer en inflation d'un facteur 10 puissance 30. Donc, toutes ces zones-là, en 10-30 secondes, donc l'horizon n'aura pas le temps de varier, ce sera le même horizon. Par contre, il va rentrer en inflation, cette zone-là, et donc toute ça-là va être causalement reliée, puisque c'est la même zone qui sera rentrée en inflation. Donc finalement, on aura un horizon plus grand que celui qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a plus de problème d'horizon qui est de petites régions que l'on verrait avec des horizons différents. Donc ça en effet, l'inflation résout ce problème, et résout aussi le problème de la platitude, puisque si on augmente un ballon, là, on souffle dedans, et on augmente son rayon d'un facteur de puissance 30, on va avoir quelque chose qui aura l'impression d'être complètement plat. On voit bien sur Terre, là, si on fait une petite analogie, nous sommes comme des petites fourmis, on a l'impression que la Terre est plate. Évidemment, il faudrait avoir une plus grande échelle pour la voir un peu ronde. Donc là, on n'a plus besoin de ce fine-tuning ou ajustement fin, parce que, quelle que soit la condition initiale, il y a tellement d'inflation que n'importe quel ballon va devenir plat. Donc l'inflation résout ces deux problèmes. Donc, quelle est la nature de cette énergie noire? Donc, on a bien vu que ces deux équations, j'ai enlevé cette fois-ci la courbure, est nulle. Donc, on a bien vu qu'il nous fallait une accélération positive, donc un lambda tel que la pression soit égale au moins à WC, à W rho avec moins un tiers. Ça, c'est exactement ce qu'on a dit. Densité et pression négative. Et donc, on pourrait faire l'analogie de l'inflaton et de l'énergie noire aujourd'hui. Près du Big Bang, l'inflation est résolue par ce champ scalaire. Alors, on va essayer de décrire un tout petit peu quelques notions de ce qu'on pense être ce champ scalaire. Ce champ scalaire a une valeur, phi, disons, en tout point de l'espace et du temps, que l'on peut aussi traduire pour remettre l'équation d'Einstein en tenseur impulsion mu nu.
Donc on a cette équation-là, hein, courbure de l'espace égale densité de matière, de la même façon que même s'il n'y a pas encore de matière, l'univers est quasi vide à ce moment-là, et on a quand même cette énergie donc dans cet univers de De Sitter. Et les champs scalaires ont le même effet que la matière pour cette expansion. Même quand on regarde un petit peu l'analogie entre le gaz normal, où on avait ce tenseur impulsion avec ρ plus P et la pression P, ici on a la dérivée l'énergie cinétique en fait, de ce champ scalaire de phi ici, plus un terme le potentiel phi qui est équivalent à la pression. Alors on voit que ce potentiel évidemment est scalaire, mais il peut être négatif, positif. Donc on peut avoir une pression négative, on peut avoir cet effet d'expansion. Donc il suffit d'avoir un V de phi, on ne connaît pas l'expression bien sûr, mais on imagine. Alors le problème qui est imaginé, c'est qu'on a une transition de phase au début de l'univers. On a une symétrie qui va être brisée et on a une transition de phase. Alors il faut une énergie énorme évidemment pour faire arriver des petites fluctuations à un niveau macroscopique, de 10 puissance 30. Il faut une énergie énorme. Cette énergie, on pense qu'elle va être due à cette transition de phase qui va faire aller le potentiel V de phi qui va être instable. Alors ici, on a un potentiel où, évidemment, il y a une équilibre de stabilité, mais complètement instable. Si vous mettrez une bille là-dessus, elle va bien tomber. On n'est pas dans un creux de cuvette. Et le creux de cuvette est ici, c'est-à-dire qu'on a une stabilité pour un champ qui n'est pas nul. Et ça, c'est dû à cette brisure de symétrie. Alors que je vais expliquer peut-être un petit peu plus ici. Ces brisures de symétrie, elles arrivent très souvent en physique, où on a à haute énergie, on a un état très symétrique de la matière. Par exemple, vous prenez des dipôles de ferroélectrique, par exemple, et ces dipôles à très haute énergie sont orientés de façon aléatoire, donc on a quelque chose d'homogène. Et puis, lorsque vous baissez la température, le système a plus d'avantages en termes d'énergie de s'aligner. À ce moment-là, vous voyez tous ces dipôles qui s'alignent dans le domaine et vous avez brisé la symétrie, vous avez quelque chose qui est inhomogène. Donc c'est toujours le même principe d'une transition de phase où on passe d'une transition symétrique à une brisure de symétrie et une phase non symétrique. Donc ici, on s'imagine que c'est la même chose pour l'inflaton. Au début, vous avez une phase symétrique et vous avez la valeur de ce champ phi qui est nul à l'équilibre. Et puis, peu à peu, vous avez cette brisure de symétrie qui va nous faire que l'univers est dans un état instable. Donc il va avoir tendance à aller dans l'état stable, cette fois-ci en libérant beaucoup d'énergie. C'est cette énergie énorme qui va faire cette inflation. C'est ça l'idée, bien qu'on ne connaisse pas vraiment ce champ d'inflaton, mais cette énergie du vide va donner cette transition de phase, cette inflation primordiale. Donc cette forme V de phi, en fait, elle est un petit peu libre. On peut penser à cette inflation comme ceci, c'est-à-dire qu'on passe d'un niveau qui était à l'équilibre autrefois, il y a un nouvel équilibre ici, peut-être on passe par un tunnel quantique, ou alors ce qui est favorisé aussi, c'est une transition plus douce qu'on appelle le slow roll, c'est-à-dire quelque chose qui glisse doucement ici, mais c'est plutôt ce genre de potentiel qu'on imagine pour cet inflaton. Alors ce lien avec la constante cosmologique, évidemment, c'est cet inflaton qui pourrait être l'équivalent de cette constante cosmologique, ce champ scalaire, la pression P égale moins lambda. Est-ce qu'il y aurait un lien entre ces deux constantes du début de l'univers et de la fin? Et c'est là qu'on a besoin d'avoir une constante qui n'est pas constante, qui est dynamique, qui varie avec le temps. Alors par exemple, ici on a ces modèles qu'on appelle quintessence, parce qu'en fait ce n'est plus une constante cosmologique, mais c'est quelque chose qui va varier dans le temps, qui est un autre élément, on va appeler cinquième élément, donc quintessence par exemple. Et donc vous voyez qu'en fonction du redshift du temps, on aurait au départ donc une inflation, puis ensuite ce qui domine serait la densité de rayonnement, qui décroît comme 1 sur R4, donc il décroît beaucoup plus vite que la matière. Vous allez avoir ensuite une période où la matière domine, et puis une période où cette énergie, qui est à peu près constante aujourd'hui, elle va ensuite dominer, parce qu'elle ne décroît pas aussi vite que la matière et que le rayonnement. Donc vous voyez un petit peu cette idée, c'est qu'on essaie de rapprocher le début de l'univers et la fin de l'univers. Donc les deux, est-ce que ce serait la même physique ou pas? En tout cas, ça ressemble à la loi d'expansion. Alors, elle ressemble, mais quand on regarde les ordres de grandeur, c'est complètement différent. C'est-à-dire que l'inflation a lieu en 10-32 secondes, alors que l'expansion accélérée aujourd'hui
Et ce qui va se passer lorsque l'énergie noire va complètement dominer, c'est quand même des milliards d'années. Donc on a quand même quelque chose de complètement différent. De même que le taux d'expansion, qui était puissance 30, il est beaucoup moins fort aujourd'hui. Et on a aussi l'évolution des perturbations dans ces divers temps qui peut être symbolisée ici. Vous voyez que dans l'inflation, comme ça dure 10-30 secondes, la lumière n'a pas le temps de bouger beaucoup, donc l'horizon ne bouge pas, l'horizon est presque stable, et les perturbations vont croître ici, et ce qu'on a symbolisé ici sont le niveau des perturbations qui sont plus grandes que l'horizon à un moment donné, donc ils ne sont pas gênés par les photons. Les photons qui peuvent aller jusqu'à l'horizon, mais pas au-delà, en général créent une pression qui empêche la matière de se condenser. Donc on supprime les petites échelles. Par contre, toutes ces échelles-là pourront continuer, et on se sert beaucoup de ces perturbations plus grandes que l'horizon pour essayer de décrire ce qui se passe aujourd'hui, parce que ces perturbations, elles vont rentrer dans l'univers, et donc on va les mesurer aujourd'hui. Alors, ces sources possibles d'énergie noire, donc brisure de symétrie, on a une petite idée. Dans les théories des cordes, il y a en effet l'existence d'un champ scalaire. La théorie des cordes, c'est une théorie qui a été proposée il y a à peu près 40 ans pour justement essayer de trouver une théorie qui unifiait la mécanique quantique et la gravité. On va en parler plus dans d'autres séances. Mais on a un dilaton comme ça qui peut prendre le rôle d'inflaton, et aussi des membranes, des structures à une dimension, donc les cordes, mais aussi des structures à deux dimensions qui sont dans cet espace de multidimension que sont les cordes. Alors j'ai ici symbolisé ce genre d'idée qu'on se fait. En général, les cordes, la théorie des cordes impose qu'il y ait des dimensions supplémentaires à notre espace à trois dimensions. Donc on imagine que nous sommes dans un espace à trois dimensions qui est symbolisé par la brane qui est en marron ici. Et en fait, nous sommes plongés dans un espace plus grand, qu'on va appeler bulk en anglais, mais qui est un espace auquel nous n'avons pas accès. Nous n'avons accès qu'aux trois dimensions de notre espace, bien sûr. Et la gravité, elle a accès à l'espace intermédiaire dans le bulk. Et donc, ce champ scalaire aussi viendrait de cette partie-là. Il y a aussi d'autres idées, on aura le temps de les examiner d'un œil critique, mais je dis pour vous montrer un peu l'imagination de certains physiciens, par exemple Steinhardt et Turok, qui ont proposé qu'on pourrait revenir à ce modèle cyclique, parce qu'il y a toujours une nostalgie du modèle stationnaire de l'univers. Certains n'acceptent pas que l'univers commence à t égale 0 par un Big Bang et soit unique, etc. Est-ce qu'on ne peut pas revenir à un univers qui soit cyclique et stationnaire et continu? Alors par exemple, ici, on aurait deux branes. Nous sommes dans un univers à trois dimensions, qui est symbolisé ici par cette brane. Et puis, il y en aurait une brane miroir qui serait à côté et qui se dirigerait vers nous. Donc, on pourrait rencontrer une brane. La collision de deux branes, ce serait justement un univers, une énergie fantastique qui correspond au Big Bang, notre Big Bang. Mais ce ne serait pas le premier, ni le dernier, donc dans cet univers imaginé. Et donc, à partir de cette énergie, on pourrait donc former tout notre univers qui est ici. Donc, c'est ce qu'on appelle un scénario épirotique. Donc, le Big Bang correspond à la collision de ces branes, et il pourrait y en avoir plusieurs dans le temps. Et il y a enfin le principe holographique qui a été proposé pour la gravité quantique. Là, il y a quand même des succès de ce principe holographique pour les trous noirs. On va en parler quelques mots. Et ce principe holographique qui a été introduit à l'échelle microscopique pourrait nous aider dans ce problème de matière d'énergie noire. Pourquoi? Parce que le principe holographique, c'est de dire que, par exemple, notamment la contrainte de Bekenstein-Hawking pour les trous noirs, c'est de dire que dans un petit volume de données, V, on n'a pas plus de degrés de liberté que sur une surface. C'est-à-dire qu'on peut faire un mapping entre les degrés de liberté qu'il y a dans un volume et les degrés de liberté sur sa surface. Donc ça veut dire que ça va réduire énormément le degré de liberté dans le volume. Alors est-ce que c'est dû à la physique quantique? Mais en tout cas, Orava, en 1999, a proposé une théorie que je ne détaille pas ici, mais qui justement se sert de cette holographie et compte les degrés de liberté n qui sont ici. Et le principe, c'est qu'on a beaucoup moins de degrés de liberté que prévu lorsqu'on fait une somme de ces degrés pour avoir l'énergie du vide.
Donc cette énergie, au lieu de 3D, elle serait à 2D. Donc on comprend bien le principe, l'idée en tout cas, que les degrés de liberté seraient très très réduits et on se tromperait lorsqu'on fait une sommation de l'énergie du vide. Donc la constante cosmologique, comme on montrait Orava et Minnick, tend vers 0 dans ce modèle, en tout cas à l'échelle microscopique. Par contre, le défi est de trouver la théorie holographique qui marche au niveau microscopique. Donc vous voyez que en fait, ce principe holographique sert pas mal dans les efforts aujourd'hui d'expliquer pourquoi on a l'impression qu'on perd de l'information dans le trou noir. Le trou noir, c'est un objet très compact qui s'est effondré et qui, on dit familièrement, il n'a pas de cheveux. C'est-à-dire qu'il n'a pas de caractéristiques autres que sa masse, sa charge et son spin. Donc il y a 3 quantités qui caractérisent le trou noir et rien d'autre. Donc il y a énormément de particules qui, au cours de la formation des étoiles, la formation d'une galaxie, tout d'un coup tombent dans le trou noir et apparemment on aurait perdu toute leur information, ce qui est contraire au principe thermodynamique où l'entropie ne fait qu'augmenter. L'entropie, c'est de l'information. Donc il y a une limite de Bekenstein-Hawking qui dit que cette entropie des trous noirs, elle est toujours inférieure à l'aire du trou noir sur l'horizon, divisé par 4. Enfin, bon, 4, ce n'est pas très important, mais c'est surtout que la quantité d'information, elle est sur l'air. Donc, il y aura un principe holographique qui fait que toute l'information que vous aviez dans le volume de toute la matière qui est tombée sur le trou noir se retrouve sur l'horizon du trou noir, mappée dans la surface, sur des petites billes quantiques. Donc, c'est peut-être quelque chose que l'on ne comprend pas, et justement, lorsqu'on aura compris la gravité à petite échelle, entre l'infiniment petit, ici 10^35, et puis l'infiniment grand, qu'on comprendra peut-être ce principe-là. Donc, j'aimerais maintenant terminer un petit peu ici en disant que vous voyez qu'on a en effet ces grandes échelles qui sont certainement, le mystère de ces grandes échelles est certainement à trouver dans le petit, dans la mécanique quantique, en fait, dans l'infiniment petit, et ces 120 ordres de grandeur, sans doute, on doit se tromper énormément. Puis aussi, on peut dire que la science est toujours un recommencement de ce qu'on avait imaginé dans le passé. Au XIXe siècle, on avait un éther pour essayer de voir comment la lumière se propageait. On a vu que la relativité avait complètement éliminé l'éther. Aujourd'hui, on a maintenant des champs scalaires, des champs qui envahissent tout l'espace et qui reproduisent en fait cette idée. C'est plus du tout un éther, mais quand même, on est en train de refaire des théories de ce style. Donc, je résumerai un petit peu ce survol aujourd'hui de ce problème de constante cosmologique en disant qu'il y a une très grande histoire de cette constante cosmologique qui a vraiment un siècle. Il y a eu une renaissance très récente, mais déjà en 1920, les gens se demandaient pourquoi le vide quantique ne correspond pas du tout au vide du cosmos. Donc, dans l'astrophysique, on a aujourd'hui les meilleures sondes qui sont les supernovae. On a pu découvrir quelle était l'énergie dans le vide à grande échelle. Et donc ce champ de l'inflaton ressurgit-il à partir du Big Bang? On n'en sait rien. On sait que peut-être la solution sera dans l'effet de physique fondamentale, l'effet physique quantique, l'effet Casimir. Et on va décrire dans les futures séances toutes les tentatives qui pourraient peut-être résoudre ce problème. Merci beaucoup.